Une découverte troublante a été faite au fil des décennies, passées à analyser des familles. Les parents détruisent leurs enfants adultes, non pas parce qu'ils cachent, mais parce qu'ils révèlent. La psychologie profonde a identifié 5 catégories d'informations qui, lorsqu'elles sont partagées, déclenchent des crises existentielles irréversibles. Nous ne parlons pas ici de mensonges protecteurs, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus complexe, le poids psychologique de certaines vérités que l'esprit conscient n'est pas prêt à intégrer. Un psychiatre qui a consacré sa vie à l'étude de la psyché humaine a observé à plusieurs reprises ce schéma. Des enfants qui semblaient bien équilibrés s'effondraient après que leurs parents aient décidé d'être honnêtes. La question n'est pas de savoir si vous aimez vos enfants, la question est: les aimez-vous suffisamment pour porter certains fardeaux seuls avant de nous plonger dans ces vérités psychologiques profondes indiquées dans les commentaires? Depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez? Il est fascinant de constater à quel point ces schémas psychologiques transcendent les frontières culturelles et les générations. Si ce contenu vous interpelle, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour explorer ensemble les territoires inexplorés de l'esprit humain. Carl Gustav Jung était un psychiatre suisse qui a révolutionné notre compréhension des couches cachées de l'esprit. Au cours de décennies de pratiques cliniques, il a non seulement traité des milliers de patients, mais il a également cartographié les territoires les plus sombres de la psyché humaine. Ses découvertes sur l'inconscient, l'ombre, les complexes familiaux et les schémas archétypaux restent d'une actualité effrayante. Ce qu'il a observé sur les dynamiques familiales va à l'encontre de tout ce que la culture moderne prône en matière de transparence totale et d'honnêteté absolue, car la vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle ne fait que transférer le poids d'une génération à l'autre. L'observation clinique a révélé un phénomène troublant. Des parents bien intentionnés blessent psychologiquement leurs enfants adultes par une forme particulière d'honnêteté brutale. Ils pensent que, parce que leurs enfants ont grandi, ils peuvent enfin retirer leur masque et tout révéler. Mais voici ce que des décennies de travail thérapeutique ont montré. La maturité chronologique n'équivaut pas à la préparation psychologique. La psychologie profonde a identifié que chaque esprit possède des couches de défense soigneusement construites au fil des ans. Ces défenses ne sont pas des faiblesses, mais des structures nécessaires qui maintiennent la cohésion de la personnalité. Lorsqu'un parent décide soudainement de bombarder son enfant adulte de révélations qui détruisent ces structures, le résultat n'est pas la libération, mais la fragmentation. Des cas cliniques documentés montrent une tendance effrayante. Des enfants âgés de 25 à 45 ans développent des symptômes d'anxiété sévère, de dépression, voire une rupture totale avec leur famille après certaines conversations avec leurs parents. Qu'est-ce que ces conversations avaient en commun? Des informations que le psychisme ne pouvait intégrer sans traumatisme. La recherche sur les complexes familiaux a révélé quelque chose de crucial. Nos parents occupent une place archétypale dans notre psyché. Ils ne sont pas seulement des personnes, ils sont des symboles, des fondements, des piliers de notre identité. Lorsque ces figures archétypales révèlent des aspects qui contredisent violemment l'image que nous avons construite d'elles, quelque chose en nous se brise. Considérez cela comme une structure psychologique. Votre identité a été construite sur certaines prémices concernant qui sont vos parents, l'histoire de votre famille, le sens de votre existence. Imaginez maintenant qu'à 35 ans, votre père décide d'être honnête et démolit ces prémices une par une. Vous n'avez plus 8 ans et la plasticité psychique nécessaire pour reconstruire votre récit identitaire. Vous êtes un adulte avec une personnalité formée, des relations établies, être même avec vos propres enfants. Le travail clinique
a démontré qu'il existe quelque chose appelé intégrité psychique, la cohésion interne, qui permet à une personne de fonctionner. Certaines informations, lorsqu'elles sont révélées au mauvais moment ou de la mauvaise manière, fracturent cette intégrité. Et contrairement à un os cassé qui guérit en quelques semaines, une psyché fracturée peut prendre des années, parfois toute une vie, pour se reconstruire. Voici une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. Toute honnêteté n'est pas éthique. Il existe une différence abyssale entre la transparence nécessaire et le déchargement émotionnel déguisé en sincérité. Lorsqu'un parent révèle certaines vérités à son enfant adulte, il ne pense souvent pas au bien-être de celui-ci. Il pense à son propre soulagement, à son propre besoin d'être vu, validé, pardonné. La psychologie analytique nous a appris que l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous réprimons, ne disparaît pas lorsque nous vieillissons, elle s'accumule. Et de nombreux parents, lorsqu'ils atteignent la vieillesse, ressentent un besoin désespéré de déverser leur ombre sur quelqu'un. Les enfants adultes deviennent les réceptacles de ce déversement. Mais voici la question qui détruit cette rationalisation. Qu'est-ce que votre enfant gagne exactement à savoir cela? Devient-il en meilleure santé, plus heureux, plus intégré, ou devient-il simplement le nouveau porteur d'un traumatisme qui n'était auparavant que le vôtre? Mais la cartographie de la psyché humaine n'était pas seulement diagnostique, elle a permis d'établir des distinctions cruciales entre ce qui doit être partagé et ce qui doit être protégé. Ce qui est ressorti de décennies de pratiques cliniques, c'est une compréhension sophistiquée des frontières psychologiques générationnelles. Tout ce qui est vrai ne doit pas nécessairement être transmis. Tout le poids ne doit pas nécessairement être réparti. Certains fardeaux sont solitaires par nature, et essayer de les partager ne fait que multiplier la souffrance. Cette approche approfondie a identifié 5 catégories spécifiques d'informations qui franchissent des limites dangereuses, non pas parce qu'il s'agit de mensonges, mais parce qu'elles surchargent la capacité psychique d'intégration de l'autre. Considérez cela comme un poids émotionnel. Vous ne demanderiez pas à quelqu'un de porter 200 kilos simplement parce qu'il est honnête sur le poids de la charge. Vous répartiriez le poids de manière à ce que chaque personne puisse le porter. Le travail thérapeutique a prouvé qu'il existe des vérités qui agissent comme un poison psychologique, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles contaminent toute la structure identitaire de ceux qui les reçoivent. Et une fois que ce poison pénètre dans le psychisme, il n'y a pas d'antidote. Il n'y a que le long et douloureux processus d'apprendre à vivre avec. La question n'est donc pas « dois-je être honnête ?» La question est « cette honnêteté sert-elle l'amour ou sert-elle mon besoin de soulagement ?» La psychologie profonde a révélé quelque chose de troublant sur les compartiments psychiques. Notre esprit crée des séparations rigides entre les catégories d'expérience. Il y a le compartiment père-mère, figure d'autorité, protection, origine, et il y a le compartiment sexuel, romantique, désir, vulnérabilité, intimité. Lorsqu'un père décide de partager des détails de sa vie sexuelle avec son fils adulte, il provoque une collision catastrophique entre des compartiments qui ne devraient jamais se toucher. Ton père ne m'a jamais satisfait au lit comme cet homme. Cela fait des années que nous n'avons plus d'intimité. La passion est morte il y a des décennies. Chacune de ces phrases est une grenade psychologique. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas que partager des informations. Vous détruisez un archétype. L'enfant a besoin que ses parents occupent un espace psychique spécifique, non pas en tant qu'amis, ni en tant que confident intime, mais en tant que figure parentale. Lorsque vous franchissez cette frontière,
quelque chose de fondamental se brise dans la psyché de l'enfant. Des cas cliniques ont montré que les enfants exposés aux détails sexuels de leurs parents développent un phénomène appelé contamination imaginative, des images intrusives qui envahissent leur esprit, contre leur gré. Ils ne peuvent plus embrasser leur père sans se souvenir de ce qu'il a dit. Ils ne peuvent plus voir leurs parents comme une unité familiale sans visualiser les défaillances sexuelles mentionnées. Et il y a un aspect encore plus sombre, la parentification sexuelle. Lorsque vous faites de votre enfant le confident de vos désirs et frustrations sexuelles, vous inversez la hiérarchie naturelle. Il porte désormais votre honte, votre inadéquation, vos secrets les plus intimes. Il s'agit d'une forme d'abus psychologique, subtile, invisible, mais dévastatrice. La pratique thérapeutique a démontré qu'il existe une ligne claire. Vous pouvez mentionner que vous êtes dans une nouvelle relation. Vous ne pouvez pas détailler en quoi cette relation est sexuellement ou émotionnellement supérieure à la précédente. Vous pouvez dire que vous avez traversé des difficultés conjugales. Vous ne pouvez pas transformer votre enfant en spectateur de votre vie sexuelle. Question de réflexion pour le spectateur. Pensez-vous vraiment que votre enfant sera plus proche de vous en connaissant ses intimités? Ou êtes-vous simplement en train de décharger votre propre besoin de validation? Deuxième, vérité interdite. Tous regrets liés à leur existence. C'est peu être la violation psychologique la plus brutale qu'un parent puisse commettre. Des études sur le développement de l'identité ont montré que notre sentiment de valeur commence par une question fondamentale. Ai-je été désiré? Cette question réside dans les couches les plus profondes de l'inconscient. Elle détermine notre estime de soi fondamentale, notre sentiment de mérite, notre place dans le monde, quand un parent dit, même de manière désinvolte, même dans un moment de frustration passagère, « J'ai sacrifié ma carrière pour toi. Si je ne t'avais pas eu si tôt, ma vie serait différente. Nous avons perdu notre liberté quand tu es né. » Il n'est pas honnête. Il assassine psychiquement son enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne peut rien faire de cette information. Il ne peut pas effacer sa propre existence. Il ne peut pas rendre ses années à son père. Il ne peut pas compenser le sacrifice. La seule chose qu'il peut faire est d'intérioriser la culpabilité existentielle, le sentiment que sa vie est une dette impossible à rembourser, que son existence est un fardeau. La psychologie analytique a identifié cela comme la culpabilité archétypale, non pas une culpabilité pour quelque chose que vous avez fait, mais une culpabilité pour le simple fait d'exister. Et ce type de culpabilité ronge l'âme de l'intérieur. Elle se manifeste par l'autosabotage, par l'incapacité d'accepter l'amour, par le sentiment perpétuel de ne pas mériter le bonheur. Le travail clinique a révélé des cas de personnes qui ont réussi, qui ont fondé leur propre famille, mais qui ont porté pendant des décennies la phrase qu'un père leur a dite un jour « Tu as gâché ma jeunesse ». Cette phrase devient un virus mental, se reproduisant dans chaque pensée négative, dans chaque moment de doute. Et voici la vérité qui détruit toute justification. Vos enfants n'ont pas demandé à naître, c'était votre choix, et leur faire porter le poids de ce choix est une pure lâcheté émotionnelle. Vous avez eu un rêve que vous n'avez pas réalisé, travaillez cela en thérapie. Vous avez l'impression d'avoir trop sacrifié, traitez ce ressentiment avec un professionnel. Mais ne faites jamais, jamais de votre enfant le réceptacle de votre frustration existentielle. Question de réflexion. Qu'est-ce que vous gagnez à dire cela? Une seconde de soulagement. Qu'est-ce que votre enfant perd? Les fondements de son estime de soi. Est-ce que cela en vaut la peine? Troisième, vérité interdite.
les secrets les plus sombres de l'autre parent. Nous entrons ici dans un domaine particulièrement destructeur, l'utilisation des enfants comme armes dans les guerres psychologiques entre parents. La psychologie profonde a observé à maintes reprises ce schéma, des parents divorcés ou même mariés mais rancuniers qui décident, des années plus tard, de révéler la vérité sur l'autre parent. Infidélité, addiction, trahison, crime, faiblesse morale, tout est déversé sur l'enfant adulte comme s'il s'agissait d'un cadeau d'honnêteté. Mais voici ce que des décennies d'observations cliniques ont montré. Lorsque vous détruisez l'image que votre enfant a de l'autre parent, vous ne révélez pas la vérité. Vous fragmentez l'identité de votre enfant. Pourquoi? Parce que nous sommes psychiquement la fusion de nos parents. La moitié de notre identité vient de chacun d'eux. Lorsque vous dites à votre enfant « Ton père m'a trompé avec ma meilleure amie dans notre propre maison », vous ne partagez pas seulement un fait historique. Vous dites à votre enfant « La moitié de toi vient d'un monstre moral ». Et maintenant, que fait-il de cela? Il se demande « Ai-je ces mêmes tendances? Suis-je condamné à reproduire ces schémas? Puis-je me faire confiance ?» L'ombre du Père devient l'ombre du Fils, mais amplifiée par l'incertitude et l'horreur. La cartographie de la psyché a révélé quelque chose de crucial sur les projections familiales. Lorsque vous forcez votre enfant à voir l'autre parent à travers vos yeux remplis de haine, vous ne lui montrez pas la réalité. Vous projetez votre propre ombre non intégrée. Et votre enfant devient le champ de bataille de cette guerre interne que vous n'avez jamais résolue. Mais il y a une couche encore plus profonde. Les recherches sur les complexes parentaux ont montré que les enfants ont besoin d'idéaliser leurs parents dans une certaine mesure pour développer une identité saine. Nous ne parlons pas de déni de la réalité, mais de protection psychique nécessaire. Lorsque vous arrachez violemment cette idéalisation avec des révélations sordides, vous n'éclairez pas votre enfant, vous le laissez dans le noir, sans repère, sans fondation, sans savoir à qui faire confiance, y compris à vous-même. Et voici l'hypocrisie que la plupart des parents n'admettent pas. Ces révélations ne sont jamais pour le bien de l'enfant. Elles sont pour votre propre soulagement, pour votre besoin de vengeance, pour votre soif de validation. Vous voulez que votre enfant sache que vous étiez la victime, que l'autre était le monstre, que vous méritez la pitié. Mais à quel prix? Au prix de la santé mentale de votre enfant. Question de réflexion. Si vous aimez vraiment votre enfant, pourquoi le rendriez-vous complice de votre haine? 4e, vérité interdite. Comparaison hiérarchique entre frères et sœurs. La dynamique entre frères et sœurs a été largement étudiée, et une conclusion reste constante. La rivalité fraternelle ne disparaît pas à l'âge adulte, elle devient simplement plus sophistiquée. Lorsqu'un père dit à son fils de 40 ans « Ton frère a toujours été plus responsable que toi », il ne fait pas une remarque neutre. Il réactive une blessure archétypale qui existe probablement depuis l'enfance. La psychologie profonde a identifié que chaque enfant cherche désespérément à répondre à la question « Suis-je aimé de manière égale? Ai-je la même valeur ?» Et lorsqu'un parent fait des comparaisons explicites, il répond à cette question de la pire manière possible. Non, tu vaux moins. Le travail thérapeutique a révélé des cas dévastateurs, des frères et sœurs, âgés de 50 ou 60 ans, qui ont cessé de se parler parce que l'un de leurs parents leur a dit, avec désinvolture, « Au moins, tu m'as donné des petits-enfants, contrairement à ton frère. » Ou « Ton frère a su mieux investir, tu as toujours été plus dépensier. » Des phrases qui semblent être des observations, mais qui sont en réalité des jugements psychologiques. Pourquoi est-ce si destructeur? Parce que les comparaisons hiérarchiques entre frères et sœurs causent plusieurs dommages simultanés. Premièrement,
elles détruisent l'image de soi de l'enfant inférieur. Peu importe ses succès, ses qualités, ses réalisations, il y aura toujours la voix du Père qui résonnera « Mais ton frère est meilleur ». Deuxièmement, elles contaminent la relation entre frères et sœurs. Comment pouvez-vous avoir une relation sincère avec quelqu'un qui a été élevé au-dessus de vous par vos propres parents? Comment ne pas en vouloir à cette personne? Troisièmement, elle crée un sentiment de culpabilité chez l'enfant préféré. Il n'a pas demandé à être comparé, mais il porte désormais le poids de savoir qu'il a été choisi plutôt que son frère. L'approche profonde nous a enseigné la économie libidinale familiale, l'idée que l'amour parental ne devrait pas être un jeu à somme nulle. Lorsque vous aimez un enfant, cela ne diminue pas votre amour pour l'autre, mais lorsque vous comparez, vous transformez l'amour en compétition, et voici ce que beaucoup de parents ne réalisent pas. Ces comparaisons en disent souvent plus long sur leurs propres projections inconscientes que sur leurs enfants réels. Vous voyez un enfant comme le responsable et un autre comme le problématique, non pas parce qu'ils sont essentiellement ainsi, mais parce que vous avez besoin d'eux dans ces catégories pour votre propre organisation psychique. Ce que la pratique clinique a démontré à maintes reprises, les enfants sont infiniment plus complexes que les étiquettes que nous leur collons. Et lorsqu'un parent réduit cette complexité à des comparaisons simplistes, il n'est pas observateur, il est réducteur et cruel. Question de réflexion. Connaissez-vous vraiment vos enfants ou seulement les personnages que vous avez créés dans votre tête? Cinquième, vérité interdite. Détails sur l'héritage et la distribution des biens. Nous entrons ici dans l'un des domaines les plus explosifs de la dynamique familiale, l'argent et l'héritage. Les recherches sur les familles ont révélé quelque chose de troublant. L'héritage n'est pas seulement une question d'argent, c'est un message final sur la valeur relative. Lorsqu'un parent décide de son vivant de détailler exactement comment il va distribuer ses biens, il n'est pas transparent. Il crée un champ de mine psychologique. Pourquoi? Parce que ses enfants se mettent alors à calculer « Pourquoi reçoit-il plus? Qu'est-ce que cela dit de moi? Suis-je moins aimé, moins apprécié, moins méritant ?» Des travaux cliniques ont documenté des cas où des familles entières se sont fragmentées parce qu'un père avait décidé d'être juste et d'expliquer sa logique de répartition. Je vais donner plus à ton frère parce qu'il m'a plus aidé. Tu recevras moins parce que tu es déjà mieux loti financièrement. La maison revient à ta sœur parce qu'elle a toujours été plus attentionnée. Chaque justification, aussi rationnelle soit-elle, est un couteau psychologique parce que vous transformez l'amour en mathématiques, la relation en transaction, l'enfant en créancier. La psychologie analytique a révélé quelque chose de profond sur les symboles. Les biens immobiliers, l'argent, les objets hérités ne sont pas seulement des choses. Ce sont des symboles d'amour, de reconnaissance et de continuité. Lorsque vous distribuez ces symboles de manière inégale, le message inconscient est clair. L'un d'entre vous vaut plus que l'autre. Et il existe un phénomène encore plus sombre que des décennies d'observation ont permis d'identifier. L'anticipation pathologique de l'héritage. Lorsque les parents parlent constamment de l'argent qu'ils vont laisser, certains enfants commencent à développer une relation toxique avec la mortalité de leurs parents. Une partie d'eux-mêmes, une partie sombre, honteuse mais réelle, commence à attendre la mort. Ce n'est pas parce que l'enfant est cruel, c'est parce que le parent a créé une structure psychologique où la mort est devenue un événement financier et pas seulement émotionnel. La cartographie de la psyché a montré qu'il existe une manière saine de gérer cela. Le silence stratégique de son vivant, la clarté juridique après sa mort. Ayez votre testament, ayez vos raisons, mais gardez cela entre vous et votre avocat.
Lorsque vous ne serez plus là, vos enfants auront le temps de digérer vos décisions sans la pression de votre présence. Mais tout révélé de son vivant, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en transparence. Question de réflexion. Voulez-vous que vos enfants vous aiment pour qui vous êtes ou pour ce que vous leur laisserez? La psyché a été comparée à une maison à plusieurs étages. La plupart des parents vivent au rez-de-chaussée, bien éclairé, où tout le monde se comporte de manière civilisée. Mais il y a un sous-sol, un endroit où nous gardons les monstres, les secrets, les hontes. Certaines choses doivent rester dans ce sous-sol, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce que les faire remonter à l'étage supérieur contamine tout l'espace où la famille vit. Considérez l'esprit de votre enfant comme un temple soigneusement construit au fil des décennies. Chaque croyance sur qui il est, d'où il vient, qui sont ses parents, tout cela constitue les piliers de ce temple. Lorsque vous décidez d'être honnête et que vous commencez à abattre ces piliers un par un, vous n'éclairez pas le temple, vous provoquez un effondrement structurel. L'approche profonde a utilisé une image puissante, la vérité comme un poison. Le poison n'en est pas moins un poison simplement parce qu'il est naturel, simplement parce qu'il existe, simplement parce qu'il est réel. Certaines vérités fonctionnent exactement de cette manière. Elles sont réelles, elles sont naturelles, mais elles sont toxiques pour ceux qui les ingèrent. Et un parent avisé n'offre pas de poison à son enfant, simplement parce qu'il a le droit de savoir ce qu'il boit. Il y a une différence entre un pont et une invasion. Un pont relie deux côtés en respectant la distance nécessaire. Une invasion traverse les frontières en détruisant tout ce qu'elle trouve. Certaines révélations ne sont pas des ponts, ce sont des invasions psychiques. Objection 1. Mais n'est-ce pas de la simulation? N'est-ce pas de l'hypocrisie? La pratique clinique répondrait: il y a une différence monumentale entre le faux semblant et la sagesse protectrice. Vous ne mentez pas. Vous choisissez de porter certains fardeaux seuls afin que votre enfant n'ait pas à les porter. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'amour mûr. Objection 2. Mes enfants adultes ont droit à toute la vérité. Le travail thérapeutique a démontré que le droit à la vérité est une construction moderne problématique. Toute vérité ne sert pas le bien. Toute révélation n'honore pas la dignité humaine. Votre enfant a droit à une relation saine avec vous, et certaines vérités détruisent cette possibilité de manière permanente. Objection 3. Garder des secrets n'est-il pas préjudiciable pour celui qui les garde? La recherche suggère une perspective différente. Il existe une différence entre les secrets toxiques qui pourrissent à l'intérieur et les limites saines qui protègent. Les secrets toxiques sont ceux que vous gardez avec honte, isolement et sans les avoir traités. Les limites saines sont des informations que vous avez traitées en thérapie, avec des amis, dans votre journal intime, mais que vous choisissez consciemment de ne pas transmettre à vos enfants. Objection 4. Et si mon enfant me pose directement la question? Des cas cliniques ont montré une réponse élégante. Vous pouvez être honnête sans entrer dans les détails. Ton père et moi avons eu de sérieux problèmes, mais nous avons réussi à nous séparer dans le respect. Est honnête. Ton père m'a trompé à plusieurs reprises avec des prostituées pendant que j'étais enceinte de toi et destructeur. Les deux sont vrais. L'une préserve, l'autre détruit. Exercice 1. Le test des 3 questions. Avant de partager des informations délicates avec votre enfant adulte, soumettez-les à ce filtre. Question 1. Cette information profite-t-elle véritablement à mon enfant ou soulage-t-elle simplement mon besoin d'être compris? Question 2. Mon enfant a-t-il besoin de savoir cela pour sa santé psychologique
Ou ai-je besoin de le dire pour mon propre soulagement? Question 3. Il a un moyen d'aborder ce sujet sans causer de dommages psychologiques permanents. Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude que votre enfant en tirera profit, ne partagez pas cette information. Exercice de journal de l'ombre parentale. Ce concept a été développé pour aider les parents à traiter leurs propres problèmes sans les décharger sur leurs enfants. Étape 1. Acheter un cahier qui sera exclusivement réservé à cet usage. Étape 2. Lorsque vous ressentez le besoin urgent de révéler quelque chose d'important à votre enfant, écrivez-le d'abord dans votre journal. Détaillez tout, ce que vous voulez dire, pourquoi vous voulez le dire, ce que vous espérez qu'il se passe. Étape 3. Attendez 72 heures. Relisez ce que vous avez écrit. Demandez-vous, est-ce que je pense toujours qu'il est nécessaire de dire cela? Étape 4. Si la réponse est oui, consultez un thérapeute pour traiter ce contenu avant de le transmettre à votre enfant. Le travail avec l'ombre a montré que 80% des révélations urgentes perdent leur urgence lorsqu'elles sont d'abord traitées en interne. Exercice 3. Créer des frontières saines pour le partage. L'approche profonde a enseigné les cercles d'intimité. Toutes les informations n'appartiennent pas à tous les cercles. Cercle 1. Vous, vos pensées les plus sombres, vos fantasmes, vos regrets profonds. Cercle 2. Thérapeute, amis intimes, problèmes conjugaux détaillés, frustrations parentales, peurs existentielles. Cercle 3. Enfants adultes, informations pratiques, vulnérabilités appropriées, demandes d'aide spécifiques. Entraînez-vous consciemment à garder certaines informations dans les bons cercles. Tout ce qui se trouve dans le cercle 1 ne doit pas nécessairement migrer vers le cercle 3. Exercice 4. La technique de reformulation protectrice. Lorsque votre enfant vous pose une question délicate, entraînez-vous à répondre de manière honnête, mais protectrice. L'enfant demande « Pourquoi toi et papa avez-vous vraiment divorcé ?» Réponse destructrice. « Parce qu'il ne m'a jamais vraiment aimé et qu'il préférait être avec d'autres femmes. » Réponse protectrice. « Nous avions des divergences fondamentales sur ce que nous attendions de la vie. Nous avons essayé de les résoudre, mais nous avons réalisé que nous serions mieux séparés. » Les deux réponses sont vraies. L'une détruit, l'autre préserve. Des décennies de travail thérapeutique ont révélé une vérité paradoxale. Les parents les plus honnêtes ne sont pas nécessairement les plus sains. Les parents les plus sages le sont. La sagesse parentale ne signifie pas cacher qui vous êtes. Cela signifie comprendre qu'être parent est un rôle archétypal que vous jouez dans la psyché de votre enfant. Et ce rôle a des limites, des responsabilités, des contraintes sacrées. Vous n'êtes pas l'ami de votre enfant. Vous n'êtes pas le confident sans filtre de votre enfant. Vous êtes le père. Et ce rôle exige que vous portiez certains fardeaux seuls. L'observation clinique a montré que les familles les plus saines ne sont pas celles où tout se dit. Ce sont celles où l'amour est protégé par des limites sages, où les parents comprennent que certaines vérités ne libèrent pas, mais ne font que transférer le fardeau d'une génération à l'autre. Pensez à votre propre enfance. Vouliez-vous vraiment tout savoir sur vos parents, ou y avait-il un certain réconfort à les voir comme des figures stables, à avoir certaines questions sans réponse, à préserver une certaine sainteté de la relation familiale? Le processus d'individuation, devenir qui vous êtes vraiment, n'exige pas que vous déversiez toute votre psyché sur vos enfants. En fait, la maturité psychologique se manifeste exactement dans le contraire, dans la capacité de discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut protéger. Voici une vérité que la culture moderne a oubliée. Tout silence n'est pas répression. Certains silences sont sacrés. Le silence qui protège votre enfant d'informations
qui le détruirait n'est pas de la lâcheté, c'est l'acte d'amour, le plus profond qui soit. La psychologie profonde nous a enseigné la fonction transcendante, la capacité de la psyché à unir les opposés dans une synthèse supérieure. Vous pouvez être à la fois honnête, E-T, protecteur, vulnérable, E-T sage, ouvert, E-T-T, prudent. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des tensions nécessaires qui définissent une parentalité mature. Et voici ce que peu de gens ont le courage d'admettre. Vous mourrez avec certains secrets, certaines choses que vous avez vécues, que vous avez ressenties, que vous avez faites, elles mourront avec vous. Et ce n'est pas une tragédie, c'est de la dignité, car la vie n'est pas un livre dont toutes les pages doivent être lues par tout le monde. Certaines pages sont privées, et cette intimité ne rend pas le livre moins vrai. Elle protège simplement la santé mentale de ceux qui le lisent. Alors, lorsque vous ressentez cette envie pressante de enfin être honnête avec votre enfant adulte à propos d'un sujet sombre, arrêtez-vous, respirez, demandez-vous, est-ce que cela sert l'amour ou cela sert mon besoin de soulagement? Si cela sert l'amour, partagez-le avec sagesse. Si cela ne sert que votre soulagement, traitez cela en thérapie. Parce que votre enfant n'est pas votre thérapeute. Votre enfant est votre enfant et mérite d'être protégé, même de vous, même de vos vérités, même de votre honnêteté brutale. L'héritage le plus précieux que vous puissiez laisser n'est pas la transparence totale, c'est la paix psychique. C'est le sentiment que, malgré toutes ces imperfections, votre famille était un lieu sûr. Et cette sécurité dépend parfois de ce que vous choisissez de ne pas dire. Si ces réflexions ont trouvé un écho profond en vous, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Nous continuerons à explorer les territoires les plus sombres et les plus nécessaires de la psyché humaine. Mais surtout, laissez un commentaire. Laquelle de ces 5 voltérités vous a le plus marqué? Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs? Ou peut-être avez-vous été l'enfant qui a reçu des informations qu'il n'aurait pas dû recevoir? Partager votre expérience peut éclairer le chemin d'autres parents qui sont actuellement confrontés à ce dilemme. Et si vous êtes un enfant adulte qui regarde cette vidéo, vous avez le droit d'établir des limites avec vos parents. S'ils vous déchargent d'un contenu psychique trop lourd, vous pouvez leur dire « Je vous aime, mais c'est quelque chose que vous devriez traiter avec un thérapeute, pas avec moi. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'autoprotection saine. » Partagez cette vidéo avec d'autres parents. Ce message doit surtout atteindre ceux qui sont sur le point de commettre ces erreurs, car une fois que certains mots ont été prononcés, il est impossible de les effacer. Laissez des suggestions dans les commentaires sur les aspects de la dynamique familiale et de la psychologie profonde que vous aimeriez que nous explorions dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas, la sagesse, ce n'est pas tout dire. La sagesse, c'est savoir ce qu'il faut protéger.